téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission Les femmes parlent aux femmes. Alors, émission Les femmes parlent aux femmes, c'est une émission entre femmes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme au parcours insolite, une femme qui a pris la décision de faire une intégration inversée. Alors, c'est quoi une intégration inversée? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants avec mon invitée, Claudine Culin. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu, c'est un réel plaisir de te retrouver. Mais vraiment, moi c'est également un plaisir. J'ai vraiment souhaité que tu puisses venir sur ce plateau. Je te tutoie, je te vous vois, non, je vais te vous voyer. Non, on peut te tutoyer, oui. Parce que vraiment, tu es quelqu'un, pour moi, que je considère une personne extraordinaire. D'ailleurs, je pense que les personnes vont le découvrir ce soir. Au parcours un peu atypique, mais on va pas dire ça tout de suite. Alors, si en quelques mots, on doit te demander de te présenter, qui est Claudine Culin, qu'est-ce que tu peux dire de toi-même? Ben écoute, en tout cas vraiment merci Julie pour tout ce que tu dis, pour cette présentation qui vraiment me touche. Pour expliquer un peu à ceux qui nous suivent, tout simplement, je suis une femme déjà, comme ça se voit. Je suis donc franco-autrichienne de par mes origines, c'est-à-dire mon père est français, ma mère est autrichienne. Je suis issue d'une famille, je peux dire, d'intellectuels et de diplomates. Donc par là, j'ai vécu donc en France, en Autriche, un petit peu donc en Belgique pendant longtemps, en Allemagne. Donc mon parcours universitaire, il est assez classique. Je dirais après avoir fait mon bac, donc mon baccalauréat, parce que j'ai étudié dans le système français, au lycée français de Vienne. Je suis rentrée sur Paris pour aller faire mes études. Et j'ai fait mes études en fait d'abord donc à l'INALCO, les langues O, qu'on appelle l'Institut des langues et civilisations orientales. Wow. Et c'est là où j'ai donc appris le Lingala, le Swahili, disons tout ce qui concerne en fait l'Afrique, ce qu'on appelle des études. On forme en fait ce qu'on appelle des africanistes. J'aime pas trop cette dénomination, mais c'est un petit peu ce que j'ai fait. Puis j'ai continué, j'ai fait plusieurs choses. C'est vrai que j'ai un parcours à la fois artistique et à la fois donc universitaire. Mais dans le parcours universitaire, j'ai continué ensuite à la Sorbonne. J'ai fait donc une maîtrise de français langue étrangère et j'ai fait donc un troisième cycle qu'on appelait coopération et développement, donc qui est axé un petit peu sur tout ce qu'on appelle la coopération, le développement. Et dans ce cycle, j'ai particulièrement choisi un secteur qu'on appelle l'interculturel. Alors, comme je vous l'ai dit, elle a un parcours vraiment atypique. Et comme vous pouvez le découvrir, ce n'est pas n'importe qui. Mais alors, ce qui est extraordinaire également, c'est que tu es une servante de Dieu, Claudine. Donc, parle-nous un peu de tout ça. La rencontre avec le Seigneur. Oui, effectivement. Alors, bon, c'est vrai que ça, c'est une longue histoire, mais brièvement, je suis quelqu'un qui a toujours été à la recherche de Dieu. J'ai grandi dans une famille plutôt, je dirais, à la fois catholique et à la fois franc-maçonne, donc ça peut déjà donner un peu une idée de ce que ça a pu être. Très tôt, j'ai toujours été à la recherche du Seigneur. Il s'est passé aussi certaines expériences. Quand j'avais 8-9 ans, j'ai vu des apparitions, comme on dit. Mais ensuite, j'ai cherché Dieu, en fait, de toutes les manières. Je suis allée dans toutes les religions, je suis allée un peu dans toutes les sectes, à la recherche de Dieu, mais enfin, finalement, j'ai pu rencontrer vraiment le Seigneur, comme on dit, Jésus-Christ. La première fois, je crois, c'était en 94, si mes souvenirs, enfin 1994, pour ceux qui ne comprennent pas le belge. Donc, c'est là où j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ, dans le cadre d'un dîner des hommes d'affaires du plein évangile. Et puis, donc, ensuite, bon, le parcours a commencé, avec des hauts et des bas. Comme tu sais, la vie chrétienne, c'est pas toujours facile. Et donc, voilà, donc je suis effectivement au service du grand roi. Du roi des rois. Mais c'est vrai, peut-être pas de la manière peut-être la plus classique comme on pourrait s'attendre ou s'imaginer. On va en parler. De toute façon, on aura l'occasion de recevoir prochainement pour que tu nous fasses part de ton riche témoignage, parce que c'est quand même important de pouvoir en parler, de pouvoir dire aux téléspectateurs qu'on peut très bien, avant de se convertir, toucher à différentes choses et pourtant être tout à fait impliqué dans la vie de Christ. Donc ça sera une occasion, une prochaine occasion. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'intégration, j'aimerais te demander, on est 2016, on est encore au premier trimestre, mais en plus nous sommes à la fin d'un mois particulier, donc le dernier jour du mois de mars, et c'était le mois de la femme. Alors,
c'est une émission spéciale femmes, donc les hommes, vous pouvez nous regarder, mais chut. Entre nous femmes, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à ces femmes qui nous regardent et qu'est-ce que ce mois de mars 2016 t'a inspiré pour le mois de la femme? Alors, des droits de la femme. Il y aurait effectivement beaucoup à dire parce que bon, ce mois de la femme, comme tu dis, parfois il est mal compris, il est mal interprété. Beaucoup pensent que le mois de la femme, c'est un peu comme la fête des mères. J'ai beaucoup vu ça, on fête les mamans. Alors qu'en fait, non, il faut bien comprendre d'abord l'origine de ce mois de la femme et que c'est effectivement en fait une commémoration, une célébration de la lutte des femmes pour leurs droits. Donc par rapport à ça, il y aurait beaucoup à dire, vu enfin je sais qu'on en parlera plus tard, mais vu justement mon engagement particulièrement donc, pour la cause congolaise, mon souhait, ou ce que je pourrais vraiment souhaiter pour les femmes, c'est d'abord de les encourager évidemment, parce que les combats que les femmes ont à mener, c'est extraordinaire, c'est vraiment incroyable. La femme, c'est le socle de la société, la femme, c'est le socle de la famille, donc je veux dire, la femme, c'est tout, quoi. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a vraiment des combats qui se mènent, qui ne sont pas évidents, et vraiment mon souhait, c'est que le combat continue, vous voyez, le combat continue pour le plein épanouissement de la femme. Nous avons encore beaucoup de choses, je dirais, à revendiquer, dans le sens de beaucoup de choses à obtenir. Il y a encore beaucoup de, comme je dis, de combats, de luttes encore à mener, qui ne sont pas gagnés. Nous avons fait des avancées, gloire à Dieu, mais il y a encore beaucoup à faire, et notamment pour une meilleure compréhension de l'image de la femme. Vous voyez, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a en fait souvent une dérive avec cette émancipation de la femme. Ça nous a amené aussi dans certaines dérives qui ne sont pas vraiment, en tout cas correctes pour nous chrétiens aussi. Comme on dit, j'allais parler en lingala parce que parfois le lingala me vient. Sens-toi libre, sens-toi libre. Comme on dit, bon, omoni na ndenge penza nzambe akela biso na ndenge penza nzambe asali mokili. La manière dont Dieu a fait le monde. Voilà, la manière dont Dieu a fait le monde, la place de la femme a une place où, disons, est très importante. Sa place elle a une fonction et une place très précise. Et dans ce combat de l'émancipation, parfois il y a eu, donc, comme je dirais, des dérives qui ont fait que moi aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est que la femme retrouve sa véritable place, donc sa valeur, mais sa véritable place selon le plan de Dieu et selon comment Dieu a dire dans des mirages ou parfois même dans des interprétations erronées aussi, parce qu'il y a aussi des interprétations erronées de la parole concernant la femme. Donc je voudrais simplement vous dire de continuer. Pour celles qui se battent, qu'elles continuent à se battre, la lutte continue, hein, comme je dis toujours dans le combat, mais aussi pour celles qui peut-être se cherchent, pour celles qui sont encore à la recherche de certaines choses, qu'elles persévèrent simplement, qu'elles ne doutent point, si elles sont vraiment, si vous êtes tombés, c'est pas grave, relevez-vous, parce que le Dieu, le roi des rois, celui que nous servons, il est toujours là, prêt à nous tendre la main, comme le dit si bien ta chaîne, hein, donc le meilleur est à venir. Waouh, merci Claudine. Alors, l'intégration, on va en parler un peu parce que c'est important, surtout dans ces moments où on a toujours ce mouvement et on voit que même au travers de la Bible, il y a toujours eu un mouvement migratoire. Beaucoup de personnes sont arrivées dernièrement en Europe, victimes de beaucoup d'atrocités, d'insécurité, d'inégalités, etc., d'injustice. Alors, avant de rentrer dans ces détails-là, on va parler de ton intégration à toi, parce que toi, tu as fait le sens inverse. Donc d'habitude, on a l'habitude de nous demander à nous, Africains, de nous intégrer. Et d'exiger même de nous que nous puissions nous intégrer, que ce soit donc le sud qui s'intègre vers le nord, mais toi tu as fait l'inverse. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça t'arrive, tu décides comme ça de découvrir, d'intégrer, d'embrasser cette culture et quelle culture d'ailleurs? Justement, ça c'est vrai que c'est toute l'histoire de ma vie. C'est ce sur quoi je travaille en ce moment, parce que bon, je suis en train d'essayer de rédiger un petit ouvrage qui peut un peu raconter ou relater ce parcours. C'est vrai que rien ne me prédestinait à rencontrer le Congo. Rien. Je suis franco-autrichienne, née dans une famille, je veux dire franco-autrichienne, bourgeoise, enfin, etc. Enfin, où franchement, ma famille n'avait, j'allais dire, aucun lien de près ni de loin avec le Congo. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais au lycée français, dans les lycées français, si vous voulez, c'est très multiculturel, donc il y a un peu toutes les nationalités. Et
Pourquoi, comment, ça c'est Dieu, qui aujourd'hui je le sais, mais à l'époque, c'est comme on dit le hasard de Dieu, a fait que finalement le contact s'est fait particulièrement avec les Zaïrois, parce qu'à l'époque on était Zaïrois. Donc on était Zaïrois. Donc tu te considères comme Zaïroise, congolaise à part entière. Je dis souvent quand je me présente, je suis franco-austro-congolaise. Oh, c'est bon ça. C'est vrai que c'est devenu une partie de moi, cette identité, je ne peux pas l'enlever. On peut faire ce qu'on veut. Comme je dis, donc c'est vraiment en moi. Donc, la commune congolaise, mais bien que, sachant très bien que Naza congolaise, c'est-à-dire, je suis bien consciente, et ça, que personne ne nous trompe. Donc, c'est pas, comme diraient les psychologues, tu fais un déni de toi-même, etc. Non, pas du tout. On n'en est pas là. En fait, c'est vrai que dans le processus de l'acquisition de cette identité, il y a eu un premier temps, un déni ou un rejet de ma propre identité, donc de mes propres origines. Mais par la suite, effectivement, il y a un travail que j'ai fait, qui s'est fait, qui est nécessaire pour faire en sorte que non, je suis retournée, comme on dit, un retour aux sources. D'ailleurs, c'est pourquoi aussi je suis rentrée dans mon pays, en Autriche, pour pouvoir en fait faire cette intégration et réellement faire ce travail d'intégrer ces différentes componentes qui font partie de ma personnalité, afin de pouvoir être aujourd'hui, ben voilà, ce produit un petit peu atypique ou un petit peu insolite. Et c'est un petit peu comme un métis, vous voyez, les métis, c'est un peu la même problématique. Elles ont plusieurs identités en elles, ou ils ont, ça dépend, ce sont des hommes ou des femmes, plusieurs identités en elles. Et c'est vrai que en arriver là, ça a été un long processus. Alors, pour justement répondre à ta question, ce processus s'est fait d'abord la première rencontre, comme je l'ai dit, au lycée. Et en fait, ce qui m'a poussé au tout départ, c'était enfin, quand je suis rentrée sur Paris pour les études, mon premier objectif, c'était même pas tant les études en tant que soi, parce que bon, j'ai fait plusieurs choses différentes, j'ai pris plusieurs branches et tout, avant de réellement finir par le parcours que je viens de dire là tout à l'heure. C'était vraiment d'apprendre le lingala. Et dans ma tête de jeune fille de 17 ans, 18 ans, je pensais que le lingala s'apprend comme on apprend le danois, le suédois, qu'il y a des instituts de langue, vous voyez, on y va, on apprend une langue. Et c'est là où je vois la main de Dieu, parce qu'effectivement, je cherche, et je ne sais même pas encore comment, je ne sais pas par quel miracle, je tombe donc sur cet institut universitaire, l'INALCO, les Langues-Zo, où à l'époque, il y avait le lingala, parce qu'il faut savoir que M. Nzokanga, qui malheureusement justement est décédé, mon feu professeur, un grand homme vraiment qui a beaucoup fait pour la culture du lingala, en fait il enseignait le lingala à cette époque-là. L'INALCO, avant M. Nzokanga, il n'y avait pas de cours de lingala. Et depuis sa mort, donc il est mort en fin des années 90, je crois, enfin aux alentours des années 2000, depuis sa mort, il n'y a plus de lingala. Wow. Donc c'est comme si Dieu avait fait en sorte qu'il y a eu juste, voilà, que j'apprenne, pour que j'apprenne le lingala. Et en plus, ton but c'était d'apprendre le lingala, mais finalement tu t'es retrouvé en train d'apprendre beaucoup plus de langues. Vu que c'était pas un institut de langue comme comment on appelle, une boîte à langue comme on dit, c'est-à-dire où on apprend juste une langue, mais que c'est un institut universitaire, et bien ce lingala était dans un cursus. Et ce cursus, qu'on appelait à l'époque études bantou, faisait que j'étais obligée d'apprendre la linguistique, d'apprendre une autre langue, donc le swahili, d'apprendre tout ce qui va avec, la civilisation, l'histoire, la politique, la culture, la géographie, etc. Donc tout ce qui englobe en fait cette culture, tout ce qui englobe ce domaine bantou, j'étais obligée, je veux dire, de l'apprendre. Et c'est vrai que lorsqu'on plonge là-dedans, eh bien, on découvre des choses, on découvre des univers enfin, moi, que j'imaginais pas. Moi, je voulais juste apprendre le lingala. Et juste pour dire, le monsieur Nzokanga qui nous apprenait le lingala, en fait, il avait cette particularité, c'est que il ne nous a pas appris une langue, simplement, comme ça aurait pu être le cas, où on apprend juste une langue grammaticalement. Une histoire. Il nous a appris toute la culture qu'il y a derrière, parce qu'on a appris le lingala au travers des chansons. Au travers des contes, Masapo Nabanzembo. Donc c'était à travers ça que vraiment, comme on dit. Donc, et ça a été le début de mon parcours, j'allais dire, d'intégration. Parce qu'une fois qu'on maîtrise la langue, il faut ensuite aller l'appliquer. Et c'est là où, à Paris, je me suis retrouvée un petit peu dans tous les milieux congolais. Et ça t'apportait quoi? Alors, avant de demander ce que ça t'apportait, plusieurs langues. Alors, combien de langues? Et quelles sont les langues que tu as apprises et que tu parles?
Alors, bon, les langues que je parle de par, je dirais, mes origines, c'est le français et l'allemand. Je suis née avec ces deux langues-là. Ensuite, j'ai évidemment appris l'anglais, comme tout le monde, parce qu'à l'école, on apprend l'anglais. Et puis, bon, oui, j'ai touché un petit peu à l'espagnol, parce que j'avais beaucoup d'amis espagnols, et à force d'entendre, on commence à retenir quelques phrases et tout. Mais aujourd'hui, je pourrais dire que vraiment, les langues que je maîtrise, c'est le français, l'anglais, l'allemand et le lingala. Parce que le swahili que j'ai appris aussi, que j'ai touché, malheureusement, je ne le parle pas parce que je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer. Donc je le comprends un peu, à condition que les gens ne parlent pas trop vite. Et de par cet amour en fait du Congo, du Zaïre de l'époque, je me suis plongée dans les deux autres langues nationales, le Chiluba et le Kikongo. Mais bon, je ne les parle pas, mais je les comprends aussi un peu. Parce que c'est la structure, enfin bon, là je ne vais pas entrer dans un cours de linguistique, mais les langues bantoues ont une même structure en fait. Et donc quand on a compris la structure, il n'est pas difficile d'aller apprendre, je veux dire, même le Kisakata ou le Kianzi. Bon, attendez, parce que là, alors là, je suis évidemment troublée, étant donné qu'elle parle beaucoup plus de langues que moi. Alors, on va faire une démo, parce qu'il y en a peut-être qui se disent, ouais. Mais je vous garantis que c'est le cas. Donc, alors, fais-nous une petite démo de chaque langue, un mot, une petite phrase, et tu nous la traduis après, s'il te plaît. On va commencer. Bon, là, on parle en français. Je sais pas, moi, en allemand, une même phrase. Non, allemand, anglais, on te l'accorde. Bon, lingala, ça, on le sait. Motenayo, tu vois, bon, vous voyez, bon, comme c'est vrai que les mots pour dire bonjour, dans toutes les langues, on dit mbote, en lingala, moyo, donc en chiluba, donc on dira abari en swahili, donc, ou jambo d'abord abari, on dira, vous voyez, enfin, il y a si on comprend en fait comme je dis, la structure de ces langues, on va se rendre compte que c'est parfois, vous voyez, je prends toujours l'exemple du mot mutu, moto. Moto en lingala, bon en fonction du ton, parce que le lingala est une langue à ton, mais comme je dis, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais le moto a plusieurs significations. Mais moto c'est la racine tout, et cette racine tout, quand on ajoute par exemple un muntu, vous voyez, le muntu en Kikongo devient l'homme. Qui est le même que l'on retrouve aussi dans la langue en Chiluba ou qu'on retrouve. Donc, en fait, parfois, dans ces langues-là, c'est simplement un accent ou une prononciation qui diffère, mais le mot, en fait, est le même. D'où je disais, la facilité de les comprendre. Après, de les parler, mais évidemment, c'est une question pratique. Je veux dire, que ce soit Chiluba ou Kikongo, il faut être, bon, quand on est avec des gens qui parlent Kikongo, vous voyez, vous comprenez la langue. Toi, c'est ça que je dis, je comprends un peu. Alors, je ne veux pas dire que je comprends tout, il ne faut pas non plus exagérer, mais je comprends un peu. Et en fait, après, c'était une question de pratique. Vous voyez, l'envie de parler fait que, allez, alors qu'est-ce que ça t'a apporté finalement tout ça? Parce que c'est extraordinaire déjà, ce désir, cette volonté. Alors qu'est-ce que dans ton quotidien ça t'apporte de pouvoir connaître, embrasser et avoir en toi cette culture congolaise à part entière? Qu'est-ce que ça t'a apporté et que ça t'apporte au travers des années? Moi j'allais dire beaucoup. Moi, je dois beaucoup, comme je dis, à la culture congolaise, parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est grâce à la culture congolaise, enfin, c'est la culture congolaise qui m'a réconciliée avec moi-même. La culture congolaise m'a ramené à ma culture européenne. Je disais, je t'expliquais au début que j'ai plongé dans cette culture congolaise par fuite en fait de ma propre culture. Bon, ça s'explique, hein. Aujourd'hui je peux te l'expliquer psychologiquement. Tu sais, quand tu es un enfant qui est né dans une famille où les parents sont ce qu'on appelle des têtes, des sommités, ou des gens, comme on dit, fans d'Ipenza. Il est très difficile, des gens assis, mais pas au sens financier du terme, mais au sens intellectuel, etc. du terme. Il est difficile de faire sa place. Pour un enfant, chaque enfant doit essayer de frayer son chemin. Mon père étant une telle personnalité et assez connue dans son domaine, il a fallu quelque part que je trouve ma voie. Que tu te démarques. Alors, voilà pourquoi, en fait, me retrouver dans cette culture congolaise, c'était une démarcation totale. Mon père, à l'origine, il est germaniste et politologue, qui n'a rien à voir avec... Mais alors, tu vas voir, c'est drôle, je vais te dire cette anecdote, qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Et de par mon engouement pour l'Afrique et le Congo, en fait, j'ai amené mon père à s'intéresser à ça parce que figure-toi qu'il a terminé sa carrière comme étant spécialiste des relations franco-africaines. Il enseignait à l'Académie diplomatique l'histoire, je veux dire, des relations franco-africaines. Donc il est devenu, j'allais dire, de par cette passion que j'avais, il s'y est en fait intéressé aussi et il s'y est plongé aussi. Et donc pour moi, ça m'a permis, c'était cet exutoire qui m'a permis d'exister en tant que personne.
et qui m'a permis, voilà, pour ça je dis que j'ai trouvé ma voie, parce que cette culture congolaise m'a ramené à ma culture, m'a ramené à mes origines et m'a permis de faire la paix avec mes origines. Et ça a été un très très long processus. Alors d'un autre côté, quand tu vois aujourd'hui les jeunes de cette génération-ci, donc la troisième génération, qui ont grandi ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, et il y en a même certains qui veulent rien entendre parler, pas du tout entendre parler du Congo, ne parlent pas du tout aucune langue, même rien à voir, qui se sentent même plus belges que les Belges. Qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Ben justement, ça c'est l'objet de mon combat. Je me bats beaucoup pour la culture, notamment donc pour l'identité. Mon thème, je veux dire, de travail, c'est vraiment l'identité. C'est très important parce que ses racines, lorsqu'on ne connaît pas ses racines, on ne sait pas qui on est et on ne peut aller nulle part. Et ça, pour moi, voir ces jeunes-là, justement, de la deuxième, troisième génération, ça me désole, ça me brise le cœur, parce que justement, ils ont besoin de connaître leurs racines pour être les bons Belges qu'ils veulent être. C'est tout à fait normal qu'un Congolais né en Belgique, par exemple, ayant grandi en Belgique, son champ d'action, son champ d'intérêt se situe au niveau de la Belgique, de la culture belge. Mais il est très important qu'ils connaissent d'où il vient, qu'il connaisse ses racines, comme je le dis. Et ça passe par l'appropriation de la langue. Donc je dis souvent aux parents qui font cette erreur... C'est la responsabilité des parents. Voilà, qui font cette erreur de ne pas parler leur langue à leurs enfants. Beaucoup l'ont fait dans un premier souci, parfois peut-être de vouloir bien s'intégrer, de vouloir pas perturber, pensant que si si je parle donc en lingala, pour ceux qui ne comprennent pas, si je parle en lingala à mon enfant et que lui il est dans un environnement néerlandophone, ça va le perturber. Bien au contraire, d'ailleurs les études ont montré que plus qu'on maîtrise de langue, plus qu'un enfant parle de langue, j'allais dire plus doué entre guillemets, je veux dire aussi il est au niveau de l'école, parce que ça ouvre aussi, comme on dit, l'esprit d'une certaine manière. Donc quelque part c'est important. Donc c'est important que les parents ont cette responsabilité d'enseigner. Donc pas à la fois donc la langue mais la culture. Mais là on touche un point que souvent les parents eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Quand je te pose si je te pose des questions, je te dis, parle-moi un peu, tu t'appelles Julie Tienda, donc tu as des origines Moulouba. Parle-moi un petit peu de l'histoire de ta famille, parle-moi un peu de l'histoire de ton ethnie, tu vas voir qu'il y a parents mingi, calé. On va caler, ça c'est sûr, on va caler. Alors, écoute, c'est important, j'aimerais vraiment qu'on aborde pendant les 10 minutes qui nous restent certains points. Quelles sont selon toi justement les clés principales pour garantir une bonne intégration? Alors, par rapport à cet exemple que tu viens donner, la responsabilité que doivent prendre les parents vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leurs enfants, quelles seraient les clés pour leur garantir une bonne intégration? C'est-à-dire être en accord avec la culture de la Belgique, mais également avec leur culture d'origine. Mais justement, comme tu l'as dit, tu as dit le mot clé. Clé. Donc, en fait, je veux dire, le problème de l'intégration, c'est un problème de clé. Vous voyez, si je prends une image, dans une maison, on a des portes. Quand la porte d'entrée s'ouvre avec une certaine clé, la porte de la chambre avec une autre. Si tu veux essayer d'ouvrir la porte d'entrée avec la clé de ta chambre, comme on dit, mon boulot, donc c'est vraiment, il n'y a pas moyen. D'où l'importance de déjà prendre conscience que chaque culture a des clés. Et ensuite, de les saisir, ces clés, et de les posséder. Donc, ce qui est très important, comme je le disais dans cet exemple, pour une intégration réussie, c'est que le jeune ou la personne, ou moins jeune, je veux dire, bon, on parle aux jeunes, mais ça peut concerner des gens aussi tout à fait adultes, enfin, même plus âgés, que la personne comprenne qu'il y a des clés et qu'elle soit capable de discerner, en fait, de déceler, ok, c'est quoi comme clé? Et à partir de ce moment-là, quand tu sais quelle clé va vers quelle porte, tu n'as plus qu'à les utiliser. Et à ce moment-là, tu es intégré. Alors, ça paraît facile en apparence. C'est vrai qu'il y a aussi des facteurs qui existent, qui sont indépendamment de... Tu peux maîtriser toutes les clés du monde. Si en face de toi, par exemple, tu es face à une discrimination, tu es face à du racisme, voilà, il faut lutter contre ça. Mais souvent, lorsqu'on regarde les problèmes de discrimination, de racisme, c'est souvent simplement, encore une fois, un problème de peur, la peur de l'autre. Parce que je ne me connais pas moi-même. Lorsque je sais qui je suis, mais tu ne peux pas me faire peur. Je te considère au contraire comme un enrichissement. Et ce que tu vas m'apporter devient, comme je dis, un plus. Mais lorsque je ne sais pas qui je suis, alors à ce moment-là, tu me fais peur parce que tu risques de venir m'envahir, entre guillemets, ou prendre ce qui est à moi, que je ne connais pas. Donc, d'où l'importance de bien comprendre ces choses
et de savoir jouer, Doser quoi. et jouer avec ses clés. Parce qu'il y a des dangers, il y a quand même des dangers lorsqu'on est, on va dire, ultra intégré. Quels pourraient être selon toi justement les dangers d'être trop intégré? D'être plus belge que les Belges par exemple? Oui, mais on le voit. Ou plus congolaise que les Congolais. Justement, j'en parle parce que c'est mon cas. Lorsque dans mon parcours de Congolaise, il fut un temps, si tu m'avais rencontré au milieu des années 90, quand j'avais, je sais pas, 25 ans à peu près, mais j'étais plus congolaise que les Congolais. C'était grave de Zaïrois. D'ailleurs, à l'époque, il fallait même pas me parler des Mindés. Qui a dansé dans un groupe populaire. Ouais, bon, comme je disais, le parcours artistique, c'est vrai que j'ai travaillé avec Taboulé et avec beaucoup de grands musiciens, mais ça, on en pourra en reparler une autre fois. Mais pour dire qu'il y a eu un moment donné, je me sentais plus... Et d'ailleurs, mes amis zaïrois quand même disaient, mais dis-toi quoi, tu veux te faire croire que tu es plus zaïroise que nous? Parce qu'effectivement, il fallait en fait cet extrême, vous voyez, pour trouver, comme je dirais, l'équilibre. On doit d'abord, souvent on part dans l'extrême. Et c'est la même chose, vous voyez, par exemple ces jeunes là qui veulent s'intégrer, à un moment donné ils vont partir dans l'extrême, donc ils vont devenir, comme on dit, plus blancs là, que le blanc, jusqu'à changer même la décoration de la maison. Blanchir la peau, oui, rallonger les cheveux. Même bilon à bolia, tu vois, toutes les choses à manger. Et en fait, à un moment donné, après, il faut arriver à doser cela et un petit peu à revenir. Parce que ce danger, quand on reste dans l'extrême, eh bien, on devient, comment dirais-je, on devient insipide, vous voyez, donc acculturé, on n'a plus de culture finalement. Acculturé quelque part, mais en même temps, on devient vide, vous voyez, on n'est plus qu'une coquille. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Si on va vers une société où on ne devient plus que des coquilles vides, à mon avis, pour moi, c'est vraiment le chemin qu'il faut absolument éviter. Alors, qui dit intégration dit diaspora. Quel est, selon toi, justement, le rôle principal de la diaspora, telle qu'elle soit, bon, en particulier la diaspora congolaise, qu'on pourrait dire, justement, dans son pays d'accueil? Mais c'est très important, et là, ça c'est un de mes deuxièmes chevals de bataille, c'est très important, l'importance d'une diaspora. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, je te donne un exemple, tu débarques en Chine, toi, Congolaise, débarquant de ton Congo, Kinshasa, tu débarques en Chine. Tu te retrouves toute seule là-bas en Chine. Alors bon, tu me diras, si tu es la seule Congolaise, de toute façon, là, tu es la seule Congolaise, tu restes un élément isolé. Mais maintenant, si effectivement, vous commencez à être 50, 100, 200, 500 en Chine, c'est très important de se constituer en diaspora et de s'organiser, de se structurer. C'est là le problème, entre autres, de la diaspora congolaise, pour en fait devenir en quelque sorte visible. Parce que le pays d'accueil qui t'accueille, lui, il n'y connaît rien. Il ne connaît pas ton pays, il ne connaît pas ta culture. Peut-être qu'il n'a jamais eu affaire à toi. Enfin, quand je dis à toi, là, je parle l'individu, enfin, la diaspora de manière collective, je ne parle pas de l'individu, là. Il n'a jamais eu affaire à ça. Donc, pour qu'il prenne conscience de la difficulté, il faut qu'il te voie. Il faut que tu sois visible. Et lorsqu'une diaspora, son rôle, c'est d'être visible et d'être en quelque sorte, de faire du lobbying, mais dans le bon sens du terme. Et pourquoi elle ne l'est pas, ce pouvoir? Bon, en tout cas, en ce qui concerne la diaspora congolaise, là, on va toucher à des problèmes de fond. Oui. Donc, la question qui me vient alors, c'est par rapport à ton engagement, parce que en ce qui te concerne, c'est plus qu'une intégration, c'est devenu totalement un engagement. Donc, la problématique, je sais que ça prendrait des heures pour en parler, mais une petite analyse de 3-4 minutes. Selon toi, la problématique congolaise, quelle est-elle? Pas seulement d'un point de vue politique, mais à tous les niveaux. Quelle est la grosse problématique congolaise? Comme je le disais, si on parle là maintenant spécifiquement de la diaspora congolaise, et si on reste par rapport à ta question de la diaspora, là on touche au problème de fond qui est le combat en fait que je mène. Quand je dis je, il y a beaucoup d'autres gens, je ne suis pas toute seule dans ce combat, de mener ce combat contre les antivaleurs. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est quelque chose, ça s'est jamais vu. Sincèrement, comme on dit, j'ai pas mal voyagé dans ce monde. Donc désolé, vraiment encore une fois, je mélange toujours les langues. Bon, donc je suis tellement habituée à parler en lingala. Sens-toi à l'aise. C'est parce que j'ai tellement, tu vois, lingala que français. Je suis habituée à aller au lingala au point où j'en perds mon français. Oui. Donc en fait, je veux dire par là
que ces antivaleurs qui sont vraiment flagrants sont devenus, donc une antivaleur c'est quoi? C'est simplement ce qui était considéré comme la norme est devenu l'inverse. Vous voyez, on prend un exemple, si on reste biblique, dans la Bible on dit il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, etc. Ce sont des valeurs. Eh bien une antivaleur c'est maintenant tu voles, tu tues, tu pilles, etc. C'est devenu du droit commun. Alors et c'est ça qui se passe dans ce pays, qu'il y a vraiment un problème de fond. D'abord il y a un problème d'amour. Vous voyez, le Congolais ne s'aime pas. Et ils ne s'aiment pas pourquoi? Parce que justement beaucoup ont fait le déni de leur culture. En tout cas, ceux que je rencontre au niveau de la diaspora, parce que je ne me permettrai pas de parler du Congo lui-même, n'ayant encore jamais été, donc un jour, Dieu voulant, j'irai. Mais ceux que je rencontre dans la diaspora, je me rends compte de voir qu'il y a une sorte de déni de culture. Mais ça, c'est un processus. Hein, je parle de quelque chose qui s'est étalé. On ne parle pas de 2 mois, 6 mois, des ans, c'est des années, des années, des années. Par rapport à ça, ce qui a amené effectivement à comment, lorsqu'on se dénie, lorsque quelque part on a un peu honte peut-être de soi, de ses origines, de sa culture, à ce moment-là, comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc autre chose vient prendre place. Et pourquoi il y a ce déni selon toi? Justement, ce que je disais, quand tu te dénies toi-même, c'est que tu ne t'aimes pas. Là-bas, c'est l'amour. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas, je veux dire, aller dans le bon sens. C'est dû à la souffrance que le Congolais a vécue, c'est dû à son histoire, à son passé. Bon, il y a eu la colonisation, etc. On l'a toujours maltraité. C'est bon, c'est dû. Il y a puis la dictature, etc. C'est dû à ça? Bien sûr, il y a beaucoup de facteurs. Et en l'occurrence, évidemment, la colonisation, ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, lorsqu'on connaît l'histoire du Congo, notamment l'histoire du royaume, du royaume indépendant du Congo, donc avant que le Congo devienne colonie belge. Je veux dire, c'est une horreur, vous voyez, je veux dire, l'Holocauste à côté, je veux dire, j'ai tout le respect pour les victimes de l'Holocauste, je veux rien dire par là, par rapport à ça, mais sincèrement, à côté, voilà, si on pouvait quantifier, comme on dit, il n'y a pas photo, je veux dire, parce que de l'horreur, ça ne se quantifie pas, on va dire qu'il y a plus, voilà. Mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de causes profondes qui seraient intéressantes d'ailleurs d'étudier d'un point de vue... Parce que ça s'explique, tout s'explique en fait, le comportement congolais s'explique. Bien sûr, mais c'est ça pour ça que je dis que ce sont des sujets d'études qui seraient très intéressants d'ailleurs pour des chercheurs justement congolais, d'essayer d'étudier d'une manière, faire des études sociologiques profondes pour expliquer un petit peu toutes ces causes à ce qu'on appelle, voilà, l'homme congolais qui est devenu aujourd'hui, je veux dire, un homme voilà, complètement à l'envers, entre guillemets. Ce manque d'amour fait que quand je t'aime pas, eh bien, quelque part, je suis dans cette culture, ah non, Yosoko, on a droit à réussir, comme on dit. Non, toi mon ninga mati, comme on dit, donc l'un monte, et toi, moi j'appelle ça la mentalité du crabe. Ah, reste parmi nous. Viens là, redescends parmi nous. Donc, vous voyez, c'est cette mentalité-là qui est aujourd'hui en avant, sans parler de l'amour de l'argent, mais vraiment l'amour de l'argent, je veux dire, chez le Congolais, c'est grave, au sens où ça en devient, au point que, effectivement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, je veux dire, au Congo, c'est l'amour de l'argent qui fait que l'amour de l'argent prime sur la patrie, prime sur l'amour du pays, prime sur beaucoup des valeurs qui, toi et moi, nous semblent tout à fait normales, mais elles ne sont plus normales aujourd'hui. Aujourd'hui, toi et moi, nous passons pour des fous au Congo. C'est ça qu'il faut un petit peu comprendre, et d'où l'importance, je veux dire, c'est de retrouver cette identité et de retrouver ces cultures. Alors, il faudra vraiment qu'on fasse plusieurs émissions parce que c'est vraiment important et intéressant. Alors, quelles sont les solutions? Parce que Espoir TV, car le meilleur reste à venir, et on est là pour, en tout cas, essayer de croire en des solutions. Et alors, vous êtes un groupe de travail, vous travaillez à des solutions. Quelles sont les solutions que vous préconisez? Bon, comme je dis, personnellement, moi je ne suis pas quelqu'un qui dit voilà, j'ai des solutions. Parce que le problème est complexe. Comme je l'ai expliqué, on a essayé de toucher là, on a touché juste un point, mais il y aurait on pourrait développer, on pourrait en faire même 10 émissions qu'on n'aurait pas fini d'épuiser le sujet. Donc il n'y a pas de solution tant que telle. Bon, moi personnellement, je ne travaille pas particulièrement avec tel ou tel groupe, parce que justement, je veux travailler entre guillemets avec tout le monde, et je vais expliquer pourquoi. Parce que la philosophie, bon là je reviens un peu en politique, je le dis toujours, c'est la philosophie du moboutisme. C'est pour ça que je fais bien la différence entre
Mobutu, son système politique, etc. et la philosophie. La philosophie du moboutisme était bonne, très bonne, parce que c'est la philosophie de l'amour du pays, c'est la philosophie de l'unité. Il a toujours, si vous écoutez ses discours, tu vas te rendre compte, il a toujours parlé de ça. L'importance de cette unité. D'où aussi moi, j'aime pouvoir être avec tout le monde, parler avec tout le monde, parce que c'est pour pouvoir permettre à répandre cet esprit d'unité qu'on veut casser. Alors, on va préciser. Donc, elle a bien dit la philosophie du moboutisme. Elle n'a pas dit qu'elle était moboutiste, elle a dit la philosophie. Donc, alors, elle a pris comme exemple. Je donne ça comme exemple. C'est important de préciser. Oui, mais je n'ai pas peur de dire que c'est un homme. Moi, je le dis haut et fort, que c'est un homme que j'ai beaucoup d'admiration pour Mobutu. C'est quelqu'un que vraiment j'apprécie énormément, tout en étant extrêmement consciente de qui il était. Donc je ne suis pas du tout dans l'angélisme, en train de dire « Oh, Mobutu, c'était un ange », loin de là. Et beaucoup savent et connaissent, on n'a pas besoin ici de réexpliquer, mais c'est vrai que cet homme avait quelque chose de particulier. La philosophie, même si lui a utilisé cette philosophie pour d'autres intérêts, ça pourrait être l'objet aussi d'autres débats et d'autres émissions, mais cette philosophie en soi, de l'authenticité, comme je dirais, donc, est une philosophie qui est bonne en soi. Donc il faudrait revenir à ça ? Il faut revenir à ça, mais c'est l'application de cette philosophie, vous voyez, de cette philosophie qui est tout le débat, tout l'enjeu, toute la difficulté, je veux dire, qu'il y a à faire. Mais je voulais juste, comme je disais, revenir à ça quand je parlais de ce combat pour l'unité, l'importance en fait de travailler avec les autres, parce que avec tout le monde, en tant que chrétien, vous voyez, là je parle plus en tant que chrétienne, c'est exactement ça. Le message de l'évangile, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis peut-être une servante de Dieu un peu différente, dans le sens où moi je travaille dans le monde. Vous voyez, parce qu'on est appelé à travailler dans le monde, c'est-à-dire ce message de l'évangile, de le répandre là où il n'est pas. Vous voyez, c'est bien l'Église, c'est très important. Encore une fois, qu'on se comprenne pas mal, il est fondamental d'avoir une Église. Mais ne pas rester dans les quatre murs. Mais voilà, le chrétien est appelé à sortir des quatre murs et à être là, j'allais dire, où les choses se passent, où les choses sont, et donc répandre ces valeurs. C'est ça, être la lumière. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Mais la lumière, elle doit se voir. Il faut mon nana. Donc il faut bima. Waouh. Je pourrais rester des heures comme ça avec toi, Claudine. Malheureusement, pour cette fois-ci, ça doit se terminer. Alors, j'aimerais te demander ta petite conclusion, tout ça. Donc, on a parlé de ton intégration à la culture congolaise. Tu es en train de travailler avec d'autres, de réfléchir à comment le Congolais peut se réconcilier avec sa culture et s'épanouir pour arrêter cette hémorragie, cette souffrance que le Congolais vit, que ce soit en dehors de son pays ou dans son pays. En conclusion de tout ça, j'aimerais te demander de parler à nos téléspectateurs, de leur dire le mot de la fin, et s'il te plaît en français et en lingala. Voilà, vas-y. Voilà, j'allais dire tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient d'échanger. C'est ce que j'aimerais dire. Comme tu disais, bon, oui, dans les différents groupes où je suis, notamment le groupe Alisanga, là où nous travaillons vraiment à réfléchir à des solutions pour demain, je reviens à ce message de l'importance d'abord de prendre conscience. Moi, j'aurais envie de dire vraiment, Ndekonanga sozotalanga, yeba penza identité na yo, yeba penza o esalike oza donc bomoto na yo. Yeba, qu'est-ce qui fait ta particularité? Qu'est-ce qui fait cette identité? Donc, vraiment, l'importance de se connaître soi-même. C'est très, très important de savoir qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et quand on commence à comprendre qui on est, à ce moment-là, on a un impact. Parce qu'on sait ce qu'on veut faire, on sait vers quoi on va. Et donc, pour moi, ce qui est très important, comme je le dis, ce message de l'unité, de comprendre que nous sommes... Ah, et là, en disant ça, je m'inclus, je dis souvent nous, parce que comme je dis, je me considère congolaise, nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple indivisible. Mutaroka Bolabiso Azate, quoi qu'il fasse, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et le Congo, c'est un pays
comment dirais-je, qui est un focus particulier dans l'œil de Dieu. C'est un pays béni. C'est banal cette phrase, parce que vous me direz, tout le monde va dire son pays est béni. Mais le Congo, il a un plan, il est dans le plan de Dieu, il a une place particulière. Donc, prenez conscience de ça. Mon frère, ma sœur qui me regarde, si tu es chrétien, ou que tu sois chrétienne ou que tu ne le sois pas, mais particulièrement, c'est vrai, si tu es chrétien, tu vas encore mieux, peut-être plus comprendre ce message. Ton pays a une place privilégiée, une place particulière. Et des conséquences de ce pays, disons, de ce qui va se passer dans les années à venir, cela va changer, cela va chambouler l'ordre mondial. Donc, voilà pourquoi le focus sur le Congo est si important que ça, parce que de là, ça va bouger beaucoup de choses. Donc, d'où l'importance, je ne sais pas encore une fois, comment le dire, de prendre conscience de cela. Prends conscience de qui tu es. J'ai envie de te dire, Zaïroise, Surtout Zaïroise. Relève ta tête, tu as marché le dos courbé, tu as tordu les chines trop longtemps, tu as courbé, les chines trop longtemps. Relève-toi aujourd'hui, sois fier de toi, sois fier de ton identité. Avance dans cette identité parce que tu es la lumière, comme j'ai dit, du monde. Si en plus, quand tu es chrétien, tu as un message à apporter. Donc, prends seulement conscience de ça, fais ce que tu as à faire, chacun. Azana, comme on dit, Azana Lorarosa, comme on dit en lingala, chacun a une mission particulière à remplir sur cette terre, mais c'est vraiment ça. Et tends la main, tonnons-nous la main, je veux dire, marchons, comme on dit, ensemble. Vous voyez, ma sœur là, qu'elle soit, je ne sais de quelle région, qu'elle soit Moulouba, qu'elle soit Mouyandi, qu'elle soit Moussakata, qu'elle soit Mouyaka, qu'elle soit Moupende, c'est ta sœur congolaise. Bandeko, ensemble, unis, Congo et Lokomoko. Waouh. Et bien voilà, donc moi je suis scotchée. Comme quoi, vous savez, parfois on peut recevoir des leçons des gens qui sont différents, mais qui parfois aiment plus ce qu'on est que nous-mêmes. Donc je pense que c'est une grande leçon que nous avons reçue de la part de Claudine Culin. En général, je ne donne pas mon avis, mais je pense que pour cette particularité, en tout cas pour cette émission en particulier, j'aimerais vraiment dire, renchérir sur ce que sur ce que Claudine a dit, congolaise, il faut se lever, il est temps. Femmes chrétiennes congolaises, levons-nous et faisons ce que nous avons à faire parce que nous avons un merveilleux pays que Dieu nous a donné. Et voilà, il faut que le monde le sache. En tout cas, merci beaucoup Claudine. On se retrouve très très bientôt. Je suis vraiment très émue par tes mots. Merci en tout cas pour ton engagement. Que Dieu te garde parce que c'est pas toujours évident et que tu puisses aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Les femmes parlent aux femmes. Merci à la technique Bassima Jem et à la Hope Team. On se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Bye bye.